Bonjour, bienvenue dans Géopolitis. Ils sont venus, ils se sont serrés la main dans les salons de l'hôtel Capella à Singapour et durant une quarantaine de minutes, ils ont discuté en tête-à-tête. Rencontre historique, inédite, entre le leader nord-coréen Kim Jong-un et Donald Trump. Inédite car jamais un président américain en exercice n'avait rencontré un dirigeant de la République populaire démocratique de Corée. Mardi 12 juin, un processus a été mis en marche. My meeting with Chairman Kim was honest, direct, and productive. We got to know each other well in a very confined period of time. Quoi qu'il advienne, que la Corée du Nord finisse ou non par renoncer à son arsenal nucléaire, ce rendez-vous historique ne saurait occulter le grand désordre du monde. Trump, sans doute, y contribue pour beaucoup. Accord nucléaire sur l'Iran, accord de Paris sur le climat, guerre commerciale tous azimuts, ambassade transférée à Jérusalem. Depuis son élection, Trump se comporte comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. 3 jours avant Singapour, le sommet du G7 au Canada s'est terminé à cause de lui sur un fiasco retentissant. Le locataire de la Maison-Blanche ne saurait pourtant être tenu pour seul responsable de l'instabilité du système international. Le mal est plus profond, plus ancien. Inégalité planétaire, puissance devenue impuissante, terrorisme international, multilatéralisme en panne. C'est de tout cela que nous allons parler avec notre invité du jour, Bertrand Badi. Bonjour Bertrand Badi. Bonjour. Professeur aux universités, Sciences Po Paris, ça fait 40 ans que vous décryptez les grandes affaires internationales. Est-ce que vous estimez qu'on atteint aujourd'hui un niveau d'instabilité dangereux? C'est peut-être pas le mot instabilité que j'utiliserai au premier chef, parce que l'instabilité, elle est presque inhérente à l'histoire des relations internationales. Je pense qu'on est dans un monde qu'on ne connaît pas. Et c'est là l'impression de malaise que nous ressentons tous. C'est-à-dire, tout se passe comme si les principaux acteurs du jeu international jouaient dans une scène selon les scénarios et les modèles d'un système défunt. Dans le film d'avant, en quelque sorte. Absolument. Et donc, il y a un décalage, je dirais presque structurel, entre ce que font les principaux acteurs du jeu international et ce qu'est réellement le système international. Vous avez remarqué qu'on ne le nomme plus, le système international. On l'appelle post-bipolaire. Ça ne nous apprend rien. On sait ce qu'il y avait avant, on ne sait pas ce qui se passe maintenant. Il y a une ignorance volontaire, presque stratégique, et en tous les cas culturelle, de ne pas connaître ce qu'est notre système international d'aujourd'hui. Et ça, c'est très dangereux, dangereux. Vous dites que les grandes puissances, les puissances n'ont plus les moyens d'imposer leur puissance. Alors, c'est justement l'un des symptômes les plus marquants de ce décalage. C'est-à-dire, on continue à utiliser les vieilles recettes, les vieilles thérapeutiques, appliquées à un corps, à un système international qui a profondément changé. Donc, non seulement les vieilles recettes n'aboutissent à aucune efficacité, remarquez par exemple que les États-Unis n'ont pas gagné une guerre qu'ils aient menée seuls, je mets de côté les grandes coalitions internationales, pas une guerre, sauf celle contre l'île de Grenade en 1983. Donc, il n'y a plus d'efficacité de la puissance parce que le traitement n'est pas adapté à la maladie. Dans ce monde de désordre, de turbulence, il y a toujours quand même une grande puissance. La première, c'est les États-Unis, mais plus seule que jamais, apparemment. Alors, il y a plusieurs choses à dire. Je ne suis pas sûr que ce comptage soit adapté à notre temps. Le comptage, première grande puissance mondiale? Oui, je ne pense pas. Regardez, la première grande puissance mondiale, vous le dites vous-même, elle est de plus en plus isolée. Elle prend une initiative diplomatique majeure, c'est-à-dire le transfert de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Elle n'est suivie que par le Guatemala. Je ne veux pas faire injure à ce pays, mais enfin tout de même, l'effet d'influence n'est pas très grand. Et longtemps après, par le Paraguay, là aussi l'effet d'influence n'est pas majeur. Je pense qu'il ne faut plus aujourd'hui compter en termes de puissance, il faut compter en termes d'intégration. C'est-à-dire, la mondialisation ne fonctionne que si le jeu social, économique et même politique est intégré, et c'est dans l'accomplissement de cette intégration que l'on gagne une capacité et une efficacité. Donc les Américains, en faisant seuls, en sortant de l'UNESCO, en déchirant l'accord sur le nucléaire iranien, en dénonçant les accords commerciaux internationaux, ALENA, etc.,
Ils s'affaiblissent, selon vous. Oui, et c'est là, je pense, l'opposition majeure qui distingue Trump de Barack Obama. Barack Obama avait compris que le hard power ne fonctionnait plus. Il avait compris que s'il y avait domination, ce ne pouvait être, je le cite, que par le light footprint, l'empreinte légère, par le leadership from behind, c'est-à-dire on dirige, mais en laissant les régionaux de l'étape, les locaux faire le travail. Il avait compris que les États-Unis gagneraient davantage par le soft power, le smart power, comme on disait à son époque, gagnerait davantage en activant le libre-échangisme qu'en jouant de la puissance militaire. Son successeur, c'est America First, c'est le retour à la puissance. Il ressort le revolver, en quelque sorte. Absolument. Résultat, qui est le grand gagnant? Ceux qui se développent, s'affirment, s'expriment dans le contexte actuel, c'est-à-dire davantage la Chine, qui est de son temps. Car la Chine n'a jamais été de ce temps du power politics dont elle a été victime, qui l'humiliait même, et maintenant, sans faire de bruit, sans projeter ses forces à l'extérieur, eh bien, la Chine s'affirme. On peut s'affirmer, comme on disait autrefois dans certains journaux, sans parole. Est-ce que vous avez été surpris de voir la petite Corée du Nord s'inviter à la table des négociations face à face avec la grande Amérique? Signe des temps. C'est-à-dire, la guerre froide et la bipolarité, c'était comme au football. Il y avait la Ligue 1, la Ligue 2, la Ligue 3, la division d'honneur aussi, comme on dit en France. Je ne sais pas si ça se dit partout pareil. Maintenant, c'est terminé. C'est-à-dire, le rêve des dictateurs de Corée du Nord, c'était de jouer dans la même division que les grands. Et M. Trump aura été le président des États-Unis qui aura donné aux petits dictateurs la meilleure chance de pouvoir jouer dans la cour des grands. C'est quand même un paradoxe assez étonnant. Pour en revenir au Moyen-Orient, aux États-Unis, l'accord avec l'Iran, est-ce que vous pensez qu'il est mort? Je dirais, fondamentalement, il est mort. Pourquoi ? Moi, ce qui m'avait beaucoup frappé le 14 juillet 2015, quand on était parvenu à cet accord, c'est que c'était la première grande négociation politique qui réussissait depuis la chute du mur. Ce qui est paradoxal, la chute du mur, il n'y a plus d'antagonisme soviéto-américain, donc on pensait qu'on allait pouvoir s'accorder sur tout, à peu près tout. Il n'y a eu moins de négociations politiques après 1989 qu'avant 1989. En 2015, cet accord avait 3 fonctions positives. Réhabiliter la diplomatie et la négociation politique, reconnaître l'Iran comme puissance régionale et à travers ça, reconnaître dans le monde d'aujourd'hui l'importance des puissances locales et régionales et troisièmement, essayer justement d'intégrer le nucléaire iranien dans un régime international. Le premier s'effondre puisque le principal gladiateur sort du jeu. Le deuxième, c'est-à-dire la reconnaissance des puissances régionales, c'est l'inverse qui se fait, c'est-à-dire on retourne au bannissement, ce qui est infiniment dangereux. L'Iran est un voyou. Et le troisième, certains en Iran caressent l'idée que c'est un bon prétexte pour pouvoir reprendre librement le programme nucléaire. Bref, M. Trump fait le jeu des conservateurs iraniens et de ceux qui rêvent de voir l'Iran se doter de l'arme nucléaire. On enregistre cet entretien au moment où entrent en vigueur les sanctions américaines sur l'acier et l'aluminium. Ça participe évidemment encore plus à l'instabilité du monde. Alors justement, le pari de Barack Obama, c'était qu'il fallait jouer là-dessus, sur le libre-échangisme. Rappelez-vous, c'était l'époque des grandes négociations transatlantiques, transpacifiques, c'est le temps de l'accomplissement du NAFTA-ALENA à l'intérieur de l'Amérique du Nord. Donc c'était l'idée que l'on allait dessiner le jeu international de la mondialisation à travers ce système d'échange. Là, on vient en quelque sorte soumettre l'économique, non pas aux politiques, ce serait plutôt sympathique d'un certain point de vue, mais pire que ça, à la puissance. Mais plus profondément, cela veut dire qu'on est dans un moment négationniste de cette interdépendance. Or, l'interdépendance, ce n'est pas le résultat d'une politique. Non, elle est là, elle existe. Elle est là. Ouais. Et elle est là pourquoi ? Pas pour des raisons économiques, elle est là parce que nous sommes dans un monde de raccourcissement des distances, d'abolition des distances, d'hypercommunication. Et donc, dans ce jeu-là, effectivement, les interdépendances
portés par le renouvellement technologique, n'iront qu'en s'affirmant davantage. Les contrarier, c'est aboutir effectivement aux catastrophes que nous voyons se dessiner. On a évoqué la mondialisation tout à l'heure. On pensait effectivement qu'à travers le commerce, elle allait nous apporter plus de stabilité, à travers les échanges, les liens. Ce n'est pas ça du tout qui s'est produit. Oui, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que la mondialisation a inventé un système international qui n'existait pas avant. Ce qu'on appelait système international avant 89, c'était l'Europe. Ça, c'est le 19e siècle, le système international, c'était l'Europe. Doctrine Monroe, il n'y avait pas les États-Unis. Après, ça a été l'Europe élargie à l'Amérique du Nord. Ça a été la confrontation Est-Ouest. C'était des petits systèmes internationaux et c'était des systèmes internationaux, je dirais, à parité ou à relative parité. Dès lors que la mondialisation est intervenue, tout le monde était à bord. C'est-à-dire, le système international inclut tout le monde aujourd'hui, sauf les malheureux Palestiniens. Mais ça, c'est une autre histoire. Ça veut dire quoi, tout le monde à bord ? Les puissances émergentes aussi, notamment. Oui, mais surtout les plus pauvres. Les plus pauvres. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la mondialisation a inventé le système social le plus grand, certes, mais le plus inégalitaire qui n'ait jamais existé depuis Adam et Ève. C'est-à-dire qu'entre un Malawite dont le PIB par an et par habitant est autour de 300-350 $ et un Norvégien qui est à 110 000 ou 120 000 $, la différence est énorme. Aussi, hein. À l'intérieur, oui, si vous voulez, par discrétion, je ne le ferai pas, mais à l'intérieur des nations, de telles disparités seraient insupportables. Ouais. Et on a la naïveté de penser que l'on pourra durablement vivre dans un système aussi inégalitaire. Avec une circonstance aggravante, c'est que la mondialisation a une autre propriété. Non seulement elle crée l'inégalité, mais elle la rend visible. Autrefois, le pauvre ne voyait pas le riche, ne savait même pas qu'il existait. Le faible ne savait pas que le puissant existait. Maintenant, tout le monde voit tout le monde. Alors, avant de vous laisser repartir vers Sierre, vous êtes invité aux rencontres Orient-Occident. J'aurais quand même une question. Dans ce monde de turbulences instables, qu'est-ce qu'on fait ? Que sera le monde demain ? Qu'est-ce qu'on fait pour rétablir, restaurer un peu de stabilité? On ouvre les yeux. Parce que, comme je le disais tout à l'heure au début de notre entretien, le principal danger, c'est la myopie, l'aveuglement de nos dirigeants, de nos élites. Ce n'est pas seulement les dirigeants politiques qui croient que rien ne change dans ce monde qui change. Eh bien, il faut déjà prendre l'exacte mesure des transformations et surtout des drames dans lesquels nous installons. Et c'est peut-être ma lueur d'espoir, c'est-à-dire que continuer comme ça, c'est non seulement ignorer la souffrance des autres, ce qui est déjà criminel, mais c'est pire que ça, c'est ignorer les dangers auxquels nous serons confrontés demain. Donc si nous voulons être rationnels, nous devons nous assurer contre ces dangers. Et nous assurer contre ces dangers, c'est une chose très simple, c'est mettre en place une gouvernance sociale globale du monde, comme on avait fait une gouvernance sociale des inégalités à l'intérieur des nations à la fin du 19e siècle, des politiques sociales. Bon. Et comment fait-on ça ? Eh bien, en promouvant le multilatéralisme. Ça me fait plaisir de le dire à Genève, qui est une des grandes capitales du multilatéralisme. Nous avons besoin d'un multilatéralisme actif. Il y a eu des grands hommes du multilatéralisme. D'abord un Français, dont on ne parle plus jamais, Léon Bourgeois, qui a été le premier au 19e siècle à dire « Nous sommes dans cette mondialisation qui réclame plus de social à l'échelle mondiale ». Il y a eu Aristide Briand, qui était très connu ici aussi, et puis des grands secrétaires généraux des Nations Unies, Boutros Boutros-Ghali, qui avait dit dans l'agenda pour la paix, attention, les guerres, maintenant, leur principale cause, c'est l'injustice sociale mondiale. Et puis le grand Kofi Annan, qui a parlé de la nécessité d'un multilatéralisme social. Eh bien, c'est de là qu'il faut repartir, c'est construire ce multilatéralisme social. Suivons le PNUD. Le PNUD, quand il a publié en 1994 ce très beau rapport sur la sécurité humaine, avait parfaitement compris le sujet. Vous savez, moi, en tant que vieux professeur, j'aime ceux qui comprennent le sujet. Nos dirigeants ne comprennent pas le sujet et le traitent tout à fait hors du sujet. Là, il faut comprendre le sujet. Merci, Bertrand Badi. C'était un plaisir de vous recevoir à Géopolitis. Merci. Merci à vous. Notre invité, Bertrand Badi, a publié une vingtaine d'ouvrages en 40 ans de carrière. Je vous invite à commencer par celui-ci, « Nous ne sommes plus seuls au monde », publié à La Découverte. Chaque année, depuis 8 ans, se déroulent à Sierre, en Valais, fin mai, début juin, les rencontres Orient-Occident, conférences, art, cinéma, avec cette année une bien belle affiche, tant du point de vue graphique que par la qualité des intervenants.
Chaque année aussi, sous la direction de Dominique Vidal et Bertrand Badi, paraît L'État du monde. L'édition 2018 est intitulée En quête d'alternatives aux éditions La Découverte. Bonne lecture, une excellente semaine à vous tous qui nous suivez sur RTS et TV5 Monde. Vous pouvez retrouver cette émission et toutes celles qui ont précédé sur notre site, ou mieux encore, podcaster Géopolitis. À bientôt.